Si tu devais inviter un combattant de l'UFC pour Thanksgiving chez toi, lequel choisirais-tu? Ah non, ah non, ah non, moi j'avais pas compris la question comme ça. C'est qui de l'UFC est-ce que tu inviterais pour Thanksgiving? Bah c'est ça, non? J'ai mal Ah non, posé mais la quel question. combattant là, tu me l'as changé parce que moi justement, Ah, j'inviterais Dana White. ah, J'inviterais Dana White. ok. Ouais, je crois qu'il y a Pourquoi? personne ou Hunter, tu vois, mais Hunter Ah, Campbell. pour présenter le ranking Fight Minds. Voilà, exactement. Ok, mais ouais, ça va. Mais voilà, c'est juste pour pouvoir pousser un petit peu en interne, leur dire, écoutez, voilà, pas besoin d'IA, on a trouvé la solution, arrêtez de chercher. Non, je crois que moi, les conversations qui m'intéressent le plus, c'est les conversations liées au business dans son ensemble. Euh, Tous les combattants, bon, voilà, ça me ferait plaisir de voir Charles, mais enfin, pas pour dire, je l'ai déjà vu, donc je suis très content, c'était mon préféré. Mais moi, si je pouvais avoir une bonne conversation à dîner et d'avoir soit Hunter Campbell, soit d'avoir Dana White, bon, spécialement Dana White, je serais content, pas pour le personnage, mais juste parce que je pense que la conversation, s'il est ouvert, bien sûr, si c'est Thanksgiving, normalement, il est plus ouvert, voilà, bah, du coup, Exactement. donc ouais, j'aimerais bien pouvoir discuter avec lui, ouais. Et toi, ce serait qui? Je crois que je sais, ouais. Cory, c'est sûr. Allez, Cory, bisous. Fais-moi un petit bisou, Cory. Non, je voulais donner la réponse de Paul Craig. En fait, on vous explique, hein, on a juste tous les deux vu la même vidéo avant de commencer le podcast où l'UFC a posté ça en posant la question à différents combattants. Et On a Paul adoré la Craig qui a question. fait My guest would have to be Mackenzie Dern. Et il explique pas pourquoi, mais on comprend tous pourquoi. C'est ça. Non, moi, Non, mais attendez, moi, dans les réponses quand même qui étaient pas mal, il y a quand même John Jones qui a répondu Daniel Cormier parce qu'il mange bien. Attends, il y en avait quelques-unes qui étaient pas mal. ouais, il y a quelqu'un qui dit Vraiment Volkanovski n'importe parce quoi. qu'il cuisine bien, donc il aurait une valeur ajoutée. Et pour ma réponse, en fait, j'hésite. Moi, ce serait soit Georges Saint-Pierre, soit Cory Sandhagen. C'est un des deux. Ouais, Pour les mêmes, pour un peu les mêmes raisons. Je suis fan du combattant, fan du personnage, et je pense qu'il y a des très chouettes conversations à avoir sur le plan sérieux, mais aussi sur un plan un peu plus décontracté. Donc, mais j'ai bien comment aimé se la vient? question parce qu'en plus, Ouais, elle est les vraiment fun. conversations que tu peux avoir, c'est pas méchant, mais c'est plus compliqué d'avoir une conversation avec Alex Pereira, quoi. Chama. Tu vois, genre, c'est un méchant, mais genre, tu sais que Georges Saint-Pierre, ben voilà, déjà, je sais pas si on doit considérer la langue ou pas, ou si tu dis non, en fait, la langue, il n'y a pas de souci, il y a un interprète. Mais du coup, ouais, il y en a qui sont beaucoup plus intéressants. Et vraiment, Dana White, voilà, un jour, je l'aurai. Pour la chaîne, un jour, j'aurai Dana White en interview, je vous le dis. Très bel objectif et je suis très intrigué d'ailleurs de voir les réponses de notre communauté. Donc mettez ça en commentaire, comme ça on crée de l'engagement sur cette vidéo. Bon les gars, c'est l'hebdo. Les 3 news qu'on a retenues sur les derniers jours depuis qu'on a pu enregistrer, c'est celle qui vient de tomber aujourd'hui. Bon le podcast va sortir dans 2 jours, mais William Gomis qui combat contre Haider Hamil. On a eu Pachimix qui s'est exprimé sur Twitter en se plaignant du PFL et il y a beaucoup de combattants du Bellator qui en ont profité pour sortir aussi en se plaignant et puis on va un tout petit peu discuter aussi du cas Conor McGregor, surtout l'impact que ça peut avoir sur sa carrière sportive qui est déjà éteinte depuis longtemps, mais est-ce que ça rajoute encore un argument en mode on ne le verra plus? Tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bon, commençons dans l'ordre dans lequel j'ai annoncé les sujets. William Gomis contre Haider Hamil. Donc, pour ceux qui savent pas, le combat a été officialisé par le combattant, a été confirmé par William Gomis. Donc, c'est fait, c'est pour début mars. Haider Hamil, qui est-il? Et c'est ça un peu le débat ici. On va pas faire une analyse du combattant. Il est invaincu en 10 combats. 2 combats à l'UFC, il a été détecté via le Dana White Contender Series. Avant ça, il avait fait 3 combats au Bellator, 3 combats au LFA. Donc, il a été construit à la dure, invaincu. Et dans le classement Fight Minds, on peut pas faire classement UFC parce que c'est hors top 15 tous les deux, mais dans le classement Fight Minds, on a William Gomis 16e à égalité avec Sterling et Qatar chez les featherweight. Haider Hamil est 44e.
Attends, non, mais c'est une dinguerie, ça. Ça, je le savais pas. Ça, Ah oui, oui. ouais, ça, Bah, la victoire contre Brito, elle pèse lourd dans la balance. ouais, d'accord, mais quand tu dis égalité avec un ex-champion, c'est quand même, c'est choquant. Enfin, c'est choquant de l'entendre, tu vois. Ouais, après Sterling, il a fait que un combat en featherweight. Non, non, on est d'accord, mais c'est quand Ouais. même un ex-champion. Oui, C'est oui, évidemment, choquant d'entendre juste, c'est un lourd message. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et Ok. donc, donc voilà, ici le débat, c'est un peu pourquoi, pourquoi ce combat. Il prend Mais, quelqu'un que peu de gens connaissent, qui reste dangereux, il regarde loin derrière lui. Moi personnellement, j'ai rien contre. Je vais expliquer pourquoi après, mais quand toi t'as vu la news, qu'est-ce que tu t'es dit? bah, je crois que la même chose que tout le monde, j'ai l'impression que l'UFC fait jamais de cadeau à Gomis, quoi. J'ai Ouais. l'impression. En fait, regarde la différence qu'il y a. Je vais prendre des extrêmes, mais juste pour être sûr qu'on pense pareil. Paddy Pimblett, c'est bon, plus facile à voir, mais encore pire. Comment il s'appelle encore allez, le pirate là. C'est pas possible, j'ai oublié son nom. Sharapoutin Voilà, Magomedov. Sharapoutin. Voilà, Sharapoutin. Mais enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est à certains, ils leur déroulent un tapis rouge en disant tiens, voilà une allée toute faite pour le top 15. Et Gomis, ils lui mettent que des tueurs à gages, tu vois, vraiment que des tueurs à gages. Hors top 15, hein, hors top 15. Ouais, ouais, il y a le côté spectaculaire et hype. D'un côté, t'as Paddy Pimblett et Sharapoutin qui sont venus directement avec une hype à l'UFC, qui investissent beaucoup dans leur communication et, euh, Et c'est le style aussi, c'est le style. et ouais, un style plus propice à plaire aux États-Unis. Ouais, c'est sûr. Bref, et je dirais même d'un point de vue mondial. Enfin, je Ouais, parle, ouais, oui. bien sûr, moi j'ai tellement apprécié le dernier combat de Gomis. Pour moi, c'était vraiment incroyable, mais je sais que les gens l'ont pas apprécié de la même manière. Par exemple, quand tu regardes dans les commentaires internationaux, Mhm. c'était pas aussi tranché que ça, la victoire de Gomis. Euh, Ah, Après, je pense qu'il y a aussi une nuance et c'est par rapport aux attentes. Ceux qui sont un peu renseignés sur c'est ce ça, combat ou qui suivent bien l'UFC savaient que Gomis était underdog, ouais. que c'était considéré comme un bourbier pour lui. Et le fait qu'il ait gagné dans un combat quand même très engagé, ça fait une belle performance automatiquement. C'est Mais ça. les fans plus casuels qui connaissaient pas spécialement et qui ont juste vu le combat sans attente et qui voient un William Gomis qui a 4 victoires, 4 décisions, enfin non, 4 victoires, 3 décisions et un finish controversé, je peux entendre voilà, le côté, on fait pas encore trop attention à lui. Non, je comprends, mais en fait, je crois que c'est vraiment une question de perspective. Parce que Ouais. quand tu regardes le combat, si tu regardes le combat, si tu focalises sur Gomis, et c'est clairement ce que j'imagine que toi et moi avons fait, et la majorité des francophones, j'ai pas envie de dire de français parce qu'il y avait plein de gens qui étaient derrière lui qui sont francophones, bah tu te dis, bon ok, moi je pensais sincèrement que c'était le combat le plus compliqué de la carte. Donc, tu te dis, voilà, si c'est le combat le plus compliqué, normalement, il devrait le perdre, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il va réussir à faire une perf. Il avait un style qui pouvait déranger, mais moi, je t'avoue, enfin voilà, Brito, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, il n'avait jamais affronté ce niveau-là. Et donc, quand tu fais attention à Gomis, avec tes attentes qui sont plus basses, tu es agréablement surpris et tu peux plus Ouais. facilement donner la victoire que si jamais tu te focalises que sur tu ne connais pas Gomis, tu connais pas Brito, ou alors tu connais Brito, parce que moi, par exemple, la référence que je faisais, c'était par rapport au Latino, Ouais. qui, dans les commentaires, disent qu'il a gagné. Ben, je peux comprendre que si tu regardes le combat en te focalisant que sur lui, tu vas le regarder d'une autre manière. C'est très compliqué, mais bon, au final, il a gagné. Et voilà, c'est ni un vol, c'est juste, voilà, c'est un combat qui Non. était serré, en fait. C'est juste un combat qui était serré. Ouais, je l'ai pas revu depuis, hein, mais je me souviens m'être dit, pour moi c'est assez clair, c'est 29-28. Mhm. Il y a une grosse erreur de Brito qui peut changer la donne, mais dans l'ensemble, si t'es intègre envers le résultat, c'est un 29-28. Ça reste un combat très serré avec un round qui était très décisif et très compétitif, mais il doit pencher automatiquement pour Ouais, Gomis. pour moi, c'est pareil. J'ai la même impression. Le seul truc, c'est que quand je vois la difficulté qu'ils lui mettent sur son chemin, je me dis juste, c'est pas l'UFC aime pas trop le genre de combattant comme Lapillus, comme lui, tu vois, où c'est toucher sans se faire toucher, essayer enfin, d'être très réfléchi et de pas aller vraiment dans des brawls incroyables. Et Ouais. donc, si jamais t'as pas de popularité avant, bah c'est compliqué.
Enfin, tu vois, pas 10 parce que c'était le Cage Warriors, tu vois, il avait déjà une notoriété. Et malgré Ouais. le fait qu'il n'y a pas vraiment le niveau qu'il pense avoir, bon, le fait qu'il vienne d'annoncer qu'il pense qu'il bat Makachev, là, enfin, je sais pas s'il le pense vraiment, tu vois. Je sais pas si tu as vu cette affaire. Oui, bah, il doit, honnêtement, moi, ça me choque pas qu'ils le disent. Est-ce qu'il le pense? Après, ça, c'est une autre question. Mais je pense que, on le dit souvent, les combattants, quand tu t'imagines dans un combat, tu vois tes chemins vers la victoire. En fait, quand un combattant dit, je pense que je bats Makhachev, c'est, dans sa tête, il a un chemin vers la victoire. Est-ce qu'il le prendra s'il combat un jour? La probabilité est faible. Mais il doit le penser. Je pense que c'est logique qu'un combattant, à tout moment de sa carrière, il voit son objectif final et à l'instant T, il se voit déjà le battre. Je pense que Jim Miller avait très bien répondu à cette question. Je sais plus comment il avait formulé, mais il avait genre dit, si vous me demandez si je bats Brock Lesnar, mais dans ma tête, oui, je lui mets une Kimura. Et je crois qu'il avait répondu en mode, si le combat se passe vraiment, je vais pas le battre, mais dans ma tête, je lui mets une Kimura. Et c'est pour montrer le fait qu'en tant que combattant, tu peux pas avoir de doute. Tu dois avoir une confiance dans ta carrière et dans tes compétences pour entrer dans la cage. Et je pense que justement, William Gomis, pour revenir sur lui, il a déjà exprimé ça. Pour lui, il s'en fout que les gens croient en lui. Lui, il croit en lui et c'est tout ce qui Non, c'est compte incroyable. pour sa Sa carrière. mentalité est top, sa mentalité est top. Mais par exemple, alors qu'est-ce que tu penses de Charrière qui est un peu plus pragmatique, on va dire plus réaliste et qui parle pas de titre? Il va jamais dire, voilà, moi je prends le champion, tu vois. Il le dit au contraire, il dit, en fait, moi je sais pas si, par exemple, c'est une question que j'aurais voulu te poser depuis un petit temps. Je me rappelle que j'avais déjà pensé à cette question. C'est, est-ce qu'il vaut mieux être pragmatique, réaliste et de se dire, à ce moment de ma carrière, c'est trop tôt et je j'ai pas encore la capacité, mais je l'aurai, que de se dire en fait moi je prends tout le monde et être un petit peu, c'est bien pour ta confiance en toi, pour ton marketing, pour tout ce que tu veux, mais est-ce que c'est pas un peu delusional? Je sais pas comment est-ce qu'on Ouais, dit. c'est le bon mot. C'est le mot que j'allais sortir. En gros, moi, j'ai une préférence pour ce qui est plus réaliste. Moi aussi j'ai Donc, une préférence. dans les communications des combattants, je préfère quelqu'un comme Bonical, tu vois, qui va sortir et dire, bah non, je suis pas prêt pour le top niveau, je préfère prendre 6 mois et prendre l'adversaire qui est juste devant moi. Thomas Spinal, pendant un moment de sa carrière, il disait ça aussi, qu'il voulait pas monter de 10 places au classement, il voulait juste prendre le gars qui était juste devant lui pour son prochain combat et prendre les choses à son aise. Et j'apprécie vraiment ce côté très réaliste. Je préfère ça à Anthony Smith qui croit encore qu'il va être champion. Maintenant, ça me dérange pas non plus d'entendre un combattant qui a énormément confiance en lui. Alors, ce qui se passe, c'est le nombre de combattants qui ont dit qu'ils allaient être un jour champions et qui sont jamais rentrés dans le top 15, c'est énorme. Mais après, de temps en temps, t'as des Brandon Moreno qui dit maybe not today, maybe not tomorrow, but one day I will be a champ. Et Mais ça me dérange pas. quand ça se Ça produit, me dérange pas parce qu'il dit plus tard peut-être, tu vois, mais ouais, là je le prends maintenant, ouais. c'est ça Après, Paddy Pimblett, il est au port du top 10 maintenant. Donc, il y a quand même beaucoup de combattants qui, dans leur ascension, quand ils sont au port du top 10, commencent à avoir le champion de leur catégorie en bouche. Benoît Saint-Denis, c'était pareil. Et évidemment, après coup, quand tu perds, bah, les gens vont te retomber dessus par rapport à cette interview-là. Mais ça fait partie, j'ai envie de dire, ça fait partie du métier. Moi, je pense que avoir cette confiance en eux à ce point-là, ouais, ça me dérange pas personnellement. Ok. Ok, bah, Euh, je crois qu'on est bon. Je sais pas ce que tu penses pour ouais. juste finir le sujet. Je sais pas ce que tu penses de ce combat, toi, personnellement. Mais en fait, moi, ma vision là-dessus, c'est effectivement, tu peux avoir un argument en mode je pige pas. T'es à 4-0, tu viens de prendre Brito, tu l'as battu. Quel est l'intérêt d'aller reprendre un gars invaincu, donc compliqué, qui est loin derrière toi et où le risque-bénéfice n'est pas très intéressant. En fait, c'est vraiment ça, le risque-bénéfice n'est pas très intéressant. De l'autre côté, moi je trouve qu'il y a un très bon argument pour William Gomis, c'est il a que 27 ans. Il a besoin de prendre une expérience à haut niveau, il a besoin de prendre cette expérience à l'UFC. Avec son style, il a besoin de maturité. Tu vois, c'est pas un style où il peut se permettre de. Non, c'est un style où il n'a pas le droit à l'erreur. Et pour devenir excellent dans ce style, il y a que l'expérience. Et donc, de ce point de vue-là, il a 27 ans. Il peut perdre. Il a le temps de perdre. Ouais, Donc pour moi, le fait de rester actif et de pas spécialement monter pour monter, encore une fois, ça me dérange pas. Est-ce que j'aurais préféré le voir comme contre quelqu'un fin top 15 ou entre 15 et 20? Oui, clairement, j'aurais préféré ça aurait ça. été quoi le match-up que tu aurais fait, toi? Si tu pouvais choisir, tu aurais dit qui?
Attends, laisse-moi ouvrir le bon ranking, Fight Minds. Parce que là, tu me prends un peu de cours. Mais je crois que j'avais cité Alex Caceres. Alex Caceres, ça me semble être un bon test, tu vois, ou un Edson Barboza pour la name value. Mais ce genre de profils qui sont à l'UFC depuis un certain temps, qui sont plus spécialement dans leur prime, mais qui sont toujours performants. Voilà, tu t'exposes à quelqu'un d'expérience. Et comme je le disais, Gomis, il a besoin d'être lucide et mature dans la cage pour performer. Et donc, aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience et battre quelqu'un qui a de l'expérience, je pense que ce serait un très gros, à la fois, ce serait un très gros message pour la division et ce serait un boost de confiance pour lui en tant que combattant. Donc, c'est typiquement le genre de profil que j'aurais été chercher. Ouais, dans un monde idéal. Barbosa, ça aurait été incroyable. Et je crois même que Barbosa, ça aurait été possible de le mettre en avant, en fait. Ouais. Tu vois, je crois que ça aurait été le genre de combattant où tu vois qu'il y a quand même des ouvertures, il y a moyen d'aller chercher un finish. Mais bon, par contre, faut pas se faire trop prendre avec les low kicks parce que sinon, c'est compliqué. Ouais, après, chercher à finaliser Edson Barboza, c'est risqué. Hein. C'est Youssouf qui avait essayé, je sais plus. Ouais, Youssouf qui a fait essayer ça et ça s'est retourné contre lui. Donc justement, c'est là où je dis, t'as un vétéran durable qui sait comment gagner un combat, qui sait revenir dans un combat même quand il s'est fait salement toucher. Striker contre striker en plus, donc il y aurait eu ce côté un peu fun, je pense. Ouais, c'est un beau combat. Après, voilà, contre Haider Hamil, c'est pas le combat qui va faire énormément parler, mais quand t'as un gars comme Gomis qui a confiance en son futur et qui est encore très jeune et qui doit prendre son expérience dans une division très dure, je vais pas me plaindre de ce match-up en termes de management. Voilà, s'il perd, bah ça veut dire qu'il était pas prêt pour le top 15 aussi. Ça, c'est la réalité. S'il perd ce combat, ça veut dire qu'il était de toute façon pas prêt pour le top 15. Et ça lui montrera des leçons sur lesquelles travailler pour revenir encore plus fort et refaire un parcours vers le sommet. Ok. Question suivante. Ouais, donc on va passer au PFL / Bellator. De nouveau, hein, on va de nouveau critiquer le PFL ici. Désolé, hein. Donc, Pachimix, pour me donner un peu de contexte, s'est exprimé sur Twitter. Je ne sais pas si je peux facilement retrouver le tweet et le traduire en live pour vraiment avoir le contexte. Ça va pas être très compliqué à retrouver. Donnez-moi 2 secondes, les copains, le temps que John tousse. Chacun son tour. Hein. Voilà. Pachimix, il a tweeté. Je me suis entraîné comme un fou pour les 6 derniers mois et tout ça pour rien. C'est très frustrant. Pendant le prime de ma carrière et d'avoir mon combat en novembre annulé. C'est vrai, il devrait combattre en novembre à Paris, ça a été annulé. Et maintenant, on me dit à nouveau que je ne suis pas sur la carte de janvier à Dubaï. Je me sens comme le meilleur dans le monde et j'aimerais pouvoir le prouver. Donc, très frustrant de son côté. Là-dessus, il y a Leandro Higo qui partage aussi, mais j'ai pas parlé de lui parce qu'il y a eu beaucoup de combattants qui ont partagé. Mais il y a aussi Patricio Pitbull. Et en fait, là, donc il y a Pachimix, le champion bantamweight assez dominant, qui s'exprime, et Patricio Pitbull que on peut mettre un argument comme quoi ce serait le GOAT du Bellator. Ou en tout cas, c'est vraiment un des meilleurs combattants que le Bellator ait connu. Il a fait quasi toute sa carrière au Bellator, ça a été un champion dominant. Et lui, il explique, j'ai plus combattu depuis février. Je voulais combattre 3 fois cette année, mais on m'a dit que je devrais attendre jusqu'au 31 décembre. Tout ça pour me rendre compte que mon adversaire va combattre contre quelqu'un d'autre et je m'en suis rendu compte en ligne. Ensuite, ils ont trouvé un remplacement pour cet adversaire. Alors que moi, je ramène du monde, je paye de l'argent pour mon camp d'entraînement et tout ça pour ne pas combattre. Et voilà, après il se plaint de plein de trucs, il a fait un long trade. Donc problématique parce que le PFL rachète le Bellator et là clairement ils ont laissé le Bellator de côté. Je crois qu'il y avait un autre compte Twitter qui avait fait une stat en disant le PFL devait faire 8 événements Bellator Champions Series cette année avec des combats pour le titre sur chacun de ces événements. Au lieu d'en faire 8, ils en ont fait 5. Et il n'y a pas eu de combat pour le titre à chacune des cartes. Donc, ils n'ont pas du tout tenu leurs promesses par rapport au rachat du Bellator. Donc, vis-à-vis des fans, vis-à-vis des athlètes, c'est pas oufissime. Et si j'ai pas de bêtises, à un moment dans l'année, ils avaient aussi
Et ça, c'est mieux, par contre, laisser partir certains combattants, dont Gegard Mousasi, parce qu'ils étaient trop chers, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah justement, c'est ça que j'allais te demander, c'est que, je t'avoue, ça devient récurrent, la phrase de, on n'a rien contre le PFL, mais C'est vrai. tu vois, là, ça fait beaucoup. Du coup, ouais, moi je t'avoue, je suis pas trop. Je voulais te poser la question, qu'est-ce qui se passait par rapport au, quel était l'agreement qu'ils avaient eu, tu vois? Est-ce qu'ils allaient reprendre une part des combattants? Qu'est-ce qui allait se faire? Parce que j'ai pas très bien compris en fait leur stratégie. Mais en fait, personne n'a réellement compris. Donc voilà, c'est ça. J'ai retrouvé le tweet dont je parlais. Désolé, hein, j'ai vraiment être le plus précis ici. Donc, les plans du PFL vis-à-vis du Bellator cette année étaient un complet échec. Ils ont promis 8 événements en 2024 pour seulement en faire 5. Ils avaient dit qu'ils allaient faire 2 combats pour le titre par carte. Ce n'est pas arrivé sur 4 des 5. Ils ont annulé plusieurs événements sans explication. Ils ont bougé des combats pour le titre sur des différentes cartes. Que se passe-t-il? Et encore une fois, c'est factuel, tu vois, c'est pas quelque chose contre le PFL directement. Là, il y a quelqu'un qui reprend les promesses qui ont été données. Et maintenant, on est après les dates. Et donc, on peut vraiment faire le point en mode, vous dites 8, on en a 5. Vous dites 2 title fights par carte. Il y a eu 4 cartes sur les 5 où il n'y en a pas eu 2 des title fights. Alors oui, avec des blessures, on peut, mais là, ça devient beaucoup quand même. C'est un pattern. Ouais. Qu'est-ce qui... Ouah, c'est compliqué. Je me mets à sa place. Enfin, tu vois, tu payes un camp, tu as envie de combattre, tu as envie de faire des trucs et on t'appelle pas. Il y a pas de, enfin, il devrait y avoir contractuellement quelque chose qui les oblige à proposer des combats, non? Écoute, je t'avoue que c'est flou. Tout le monde était perdu au moment où le PFL a racheté le Bellator. Il y a quasi personne qui comprenait et on se demande même si le PFL savait exactement ce qu'il voulait faire avec les différents formats. Ici, d'ailleurs, pour 2025, on n'a aucune idée de si le Bellator Champion Series continue. On sait rien de tout ça. C'est pas clair. D'ailleurs, Cédric Doumbé, pendant que je commentais avec lui, lui aussi, lui-même était perdu. Et on commentait un événement du PFL, mais il y avait certains combats où les gars avaient des gants du Bellator, d'autres combats, les gars avaient des gants du PFL au sein du même événement. La confusion est vraiment à son sommet là-dedans. Et d'un point de vue contractuel, je ne sais pas comment ça se passe quand tu as une promotion qui rachète une autre et qui rachète donc les contrats des combattants. Je ne sais pas à quel point ils ont une obligation contractuelle de respecter ce qui est écrit dessus. Mais comme on le sait, toutes les promotions ont modélisé l'UFC. L'UFC se surprotège par rapport à leur contrat. T'as pas l'impression qu'il y ait tant d'obligations que ça de proposer X combats par an sur les contrats. Ce qui signifie que le Bellator s'est probablement calé là-dessus. Et donc, quand tu rachètes quand tu rachètes le Bellator et par conséquent les contrats des combattants, s'il n'y a pas noté sur le contrat, vous devez nous proposer minimum 2 combats par an, qu'est-ce que tu veux que Mais ce serait tellement étonnant que ce soit pas ça, enfin qu'ils le mettent pas, tu vois. Je m'imagine, je suis agent de combattant, il n'y a pas cette clause, mais alors, enfin, tu vois, tu fais ce que tu veux de ma vie, quoi. Ouais, je pense il doit quand même y avoir une clause Là, comme il doit y ça. en avoir une. Mais est-ce que le truc, c'est, il doit y avoir cette clause, mais à quel point est-ce qu'elle est contraignante? Bon, là, on rentre dans des aspects techniques, tu vois. Mais Mais voilà, parce que par exemple, là, il y a donc Pachimix, il dit, j'étais supposé combattre en novembre. Ça veut dire qu'on lui a fait la proposition. L'événement s'est annulé. S'ils disent l'événement a été annulé de force majeure, on t'a proposé un combat, donc on a respecté notre partie du contrat. Mais c'est pas contre-attaqué, ça, tu vois. ah, c'est ça, c'est ça. Mais c'est horrible. Si c'est le cas, c'est vraiment horrible pour eux. Et c'est ça que je disais Parce que le truc, c'est ça, c'est qu'on le sait que contractuellement, à l'UFC, il y a des obligations de te proposer, je crois, 2 combats par an. Mais alors, la technique qu'ils font, c'est ils te proposent un combat que tu veux vraiment pas, tu refuses, et puis après, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et je serais pas surpris que c'est un peu la même chose PFL Bellator. Mais c'est compliqué Euh, lorsque tu es champion, parce que si tu es champion, on te propose qui que ce soit, en soi, même s'il est moins bien, enfin, si tu es champion, tu ne veux plus être champion dans le sens, tu veux plus monter, tu es déjà là. ouais, Donc, ouais. si on te propose qui que ce soit, et même s'il est moins bien ranké, bah, tu acceptes, vu que de toute manière, tu te fais payer en tant que champion, tu vois. Ouais, honnêtement, Donc là,
Voilà, ce serait intéressant de... Si jamais tu veux être contender, je comprends que tu veux monter et alors que tu refuses ceux d'en bas. Mais par Ouais. contre, quand tu es champion, enfin, tu vois, c'est juste une défense de titre en plus et tu gagnes ta thune. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, en tout cas, c'est pas, voilà, on va résumer comme ça. On n'a pas les détails sur les contrats, donc on ne sait pas si les combattants peuvent attaquer sur quoi que ce soit. La réalité, c'est que, de nouveau, c'est pas bon pour l'image du PFL parce que le PFL, il communique plus trop là-dessus, mais il y a toute une période l'année passée où il communiquait sur, euh, on respecte les athlètes. C'était vraiment ça, c'était un de leurs points clés de communication, c'était on est là pour respecter les athlètes. Donc c'est un peu pour lancer une pique à l'UFC. Au final, quand tu as des combattants qui s'expriment comme ça publiquement alors qu'ils sont encore sous contrat chez toi, c'est pas bon pour ton image. C'est sûr que c'est pas bon pour ton image. Et moi, ce qui me fait très très peur, c'est vraiment ce paysage MMA de manière générale. On sait ce qui se passe. Il y a le recours collectif contre l'UFC, donc on sait déjà que du côté de l'UFC, bon, c'est pas très éthique. Maintenant, il y a les sorties ici des combattants du Bellator qui se plaignent par rapport au PFL. Je sais qu'il y a pas mal de combattants du PFL qui se sont déjà, enfin ceux qui sont pas dans les tournois, qui se plaignent aussi. Et d'ailleurs, je me demande aussi ceux qui sont dans les tournois et qui perdent au premier tour, que se passe-t-il? Et alors, tu as aussi Renier de Rieder qui s'était exprimé maintenant qu'il a combattu à l'UFC en disant If you want to sign with one, don't. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est dans son ensemble, j'espère que je me trompe, mais là, ce que je suis en train de voir, c'est quand même un panorama où tu as de plus en plus d'acteurs, mais les seuls qui peuvent vraiment venir concurrencer l'UFC, j'ai l'impression qu'ils vont se casser la figure. Ah ben là, c'est... En fait, ce Le, qui me fait le... peur, c'est ça, c'est que si tu, là, tu t'observes et tu te dis, bon, ok, avec tout ce qu'on a déjà dit, il y a beaucoup d'argent, mais on voit que c'est complexe et que ça démarre pas, et avec les chiffres qu'on a vus, même pour des Francis Ngannou, c'est, voilà, jusque combien de temps est-ce que tu peux encore financer un truc qui a autant de mal, tu vois? En plus, Dana White l'a toujours dit, bah, allez-y, faites votre promotion, on va voir comment ça se passe. Et même des gars comme Donald Trump qui ont participé comment ça s'appelait encore, j'ai oublié, Affliction ou je sais plus quoi, c'était quoi encore Ouh, il y a très longtemps ça, ouais, il y a- Affliction, ouais, ouais. Affliction, ouais. Affliction, c'était pour rentrer en concurrence avec, parce qu'on le sait pas, mais Donald Trump faisait partie de Affliction et Affliction voulait concurrencer l'UFC. Ça c'est vraiment pas Ils ont bien. fait 4 événements. Ouais, et c'était quoi avec, c'était qui encore leur tête d'affiche? En plus, ils avaient truc. Fedor. Fedor, ouais, ils avaient Fedor. Hmm. Ouais. Ils avaient Fedor. Et donc, du coup, après, bon, bah, Trump, il est devenu pote. Il a dit non, non, c'est bon, j'arrête. Je reviens. Je vais vous aider. Alors, Donc, honnêtement, je pense que ça sert même à rien d'avoir un objectif. On veut concurrencer l'UFC. Ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Si tu veux aujourd'hui te faire un trou dans le MMA, effectivement, tu dois avoir, mais tu dois le faire pour du vrai. Tu vois, c'est le côté intégrité, respect des athlètes, faire quelque chose de différent, essayer de, tu vois, si tu as une bonne base financière, d'avoir un truc plus salarial pour les combattants, des ouais, mais le vraies problème, assurances pour les combattants, ce genre de choses. le problème, c'est ça, c'est que même si tu fais ça, admettons que tu le fasses, ton avantage, bon, c'est un autre sujet, c'est une autre vidéo, mais admettons que tu le fasses, ton avantage concurrentiel par rapport à l'UFC, il tient juste à ça, et c'est quelque chose que l'UFC peut facilement corriger après. Si elle voit que tu es une Oui, vraie menace. mais c'est ça que je dis. Ton Alors, objectif, ça t'élimine de la concurrence, c'est que si l'UFC s'aligne, alors tout le monde va vouloir aller à l'UFC, et alors ta fédération, elle est morte. oui, mais c'est pour ça que je dis, ça sert à rien de chercher à concurrencer l'UFC parce que peu importe ce que tu vas faire, ils vont te bouffer. Maintenant, si tu veux un peu changer le Non, mais game, tu dois venir avec des trucs un non, peu plus, que ça? le régional, c'est le seul truc qui fonctionne. Si tu regardes, franchement, le Rising, l'Octogone, enfin, Ares et tout, franchement, d'un point de vue régional, je parle. Ouais, C'est quali, c'est quali, ouais. franchement. Ouais, mais en fait, c'est ça. Tu fais ton petit concept chez toi, qui te différencie des autres et tu essaies de te faire apprécier pour un ou deux éléments de ta stratégie. Et voilà, ce qui manque pour le moment, je trouve, dans le monde du MMA, c'est plus quelque chose qui fait un vrai focus sur les athlètes. On met les athlètes très très bien, et pas en termes de paye, pas en termes de... Non, non, vraiment en termes de carrière sportive. Ouais, ouais, ce serait top. Mais bon, comme le dit Dana, vas-y, bah, fais ta propre promotion. Non, mais voilà, c'est Bah, du juste coup, le toi, truc. tu l'as fait, en fait. Techniquement, toi, tu l'as fait, ta promotion. Donc, Ah oui, mais j'ai fait, mais c'est compliqué. Moi, c'est ça que je dis tout le temps à tout le monde parce que je voyais à l'époque où moi je le faisais, les gens se plaignaient des primes qu'on donnait dans les petites promotions. Et je me rappelle, je m'étais pris la tête avec un coach en Belgique parce que il avait genre fait un calcul complètement foireux en disant ah ben il y avait X personnes dans le public à X euros la place et les combattants sont payés X.
Donc le gars se fait autant. Et tu sais, j'étais là, je fais, tu crois que la salle, on la loue gratuitement? Tu C'est la crois que production. la cage, elle vient gratuitement à nous? Tu crois que la production, elle vient gratuitement à nous? Tu crois que les jeux de lumière, c'est gratos? Tu crois que ouais, Tout le temps de allez, la préparation, la régie, pré-prod et tout. voilà, la sécurité, tu la payes pas peut-être. Location de chaise, tu prends, enfin. Et j'étais là, je fais enfin la fédération, tu la payes pas. L'ambulance qui est sur place, elle vient gratos aussi. Et je suis là, je fais mais comment les gens peuvent. Ah ouais, c'était hallucinant. Et donc effectivement, non, non, faire une promotion de MMA, je peux en parler en connaissance de cause parce que j'avais ma promotion pour 4 événements. J'ai organisé l'événement de la sueur. Ouais, c'est énormément de taf. Et pour rentabiliser ça, C'est compliqué. c'est une misère. Donc déjà rien que ça, arriver à faire une promotion qui tient sur la longueur, qui se rentabilise sans que tu fasses de bénéf, c'est un gros challenge déjà. Mais alors, si tu veux commencer à monter, à aller concurrencer des KSW, des Cage Warriors, des Ares sur le plan régional, c'est une misère. Et si tu veux aller concurrencer les grosses promotions internationales, laisse tomber. Mais UFC, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui complexifie encore le plus, au-delà de tout ce qui est logistique, organisation, temps que ça prend, frustration, parce que ton matchmaker, c'est une galère, il y a tout le monde qui se blesse en dernière minute. Les multi-fight deals, c'est ça le problème. Toutes les promotions, Ares, KS Warriors, KSW, ils vont pas te signer pour un combat. Tu veux combattre chez eux, ils vont te signer directement 4 combats. Et donc toi, t'arrives, tu veux faire une nouvelle promotion, il y a personne qui est disponible, ils sont tous déjà signés à gauche, à droite. Il y a pas de combattants. T'es obligé de commencer avec des combattants que tu signes à 0-0 ou 1-0, des trucs comme ça. Et si tu veux te faire un nid, tu peux pas faire une promotion qui fait que des one-shots parce que sinon tu vas jamais te retrouver avec des bons combattants. Tu es obligé de faire le bâtard comme les autres font les bâtards en mode ah, tu veux combattre chez moi, pas de problème, bah, tiens, signe un combat de 5 combats. Ah ouais, ouais. Et tu vas faire combien d'événements cette année? 3. Et tu vas me faire combattre à chaque événement? Non. C'est malheureux, c'est comme ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est comme ça. C'est Dernier c'est un des problèmes de la concurrence, ouais. Ça retombe le... sur les combattants. Ouais, c'est sûr. Tu veux faire le dernier sujet, McGregor? Ouais, donc Conor McGregor, bon, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Donc il est passé au tribunal pour un fait qui s'est... De quelle année? C'était 2 mois après son combat contre Khabib, donc les gens feront le calcul eux-mêmes. C'est en 2018, quelque chose comme ça n'a pas trop d'importance. Je voulais pas couvrir ce sujet parce que Je savais que tu allais faire cette intro. Cette intro de ce sujet, c'est sûr qu'elle venait de... Voilà, nous, on n'aime pas trop parler de drama, etc. On veut plus voir le point de vue analyse d'un point de vue plus macro. C'est normal, c'est normal. Mais c'est bien, les gens qui suivent la chaîne, ils savent que c'est le but. En fait, c'est difficile parce que c'est un sujet qu'il faut traiter. C'est un sujet qu'il faut traiter. Ça touche McGregor. Tu peux être en tant que média, tu peux être perçu comme quelqu'un qui veut pas en parler parce que ou qui veut étouffer quelque chose. Pas spécialement. Maintenant, on n'est pas un média sur la loi ou des avocats, ce genre de truc. Donc c'est pas du tout notre expertise. Moi, il y a juste un truc que je voulais dire parce que j'ai trouvé ça intéressant, parce que j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Il n'encourait pas de risque d'aller en prison parce que c'était civil et pas pénal. Et c'est vrai que de base, quand j'avais vu qu'il allait qu'il passait devant le tribunal pour une accusation pareille, donc d'agression sexuelle, j'étais là, je sais, oui, il risque la prison et tout. Et en fait, quand j'ai vu qu'il risquait pas la prison, je me suis posé la question, je me suis fait, mais attends, c'est quand même une grave accusation. Normalement, si tu es reconnu coupable de ça, tu fonces en prison. Et en fait, c'était civil et non pénal parce que les preuves étaient pas assez solides. Si tu as des preuves solides, tu vas au pénal, et au pénal, c'est vraiment présomption d'innocence. Mais si on arrive à prouver que tu es coupable, là, tu chopes tout, quoi. C'est la fin de ta carrière et c'est la prison. Étant donné que les preuves n'étaient pas assez évidentes ou solides, c'est passé au civil. Et au civil, la grosse différence avec pénal, c'est que c'est un autre type de jury. Et le jury va prendre la version de l'accusé, la version de celle qui accuse, et puis ça va être une question de probabilité. Qui est-ce qu'on croit le plus parmi les deux versions? C'est pas culpabilité, c'est responsabilité.
responsabilité du coup. Ouais, Ouais. c'est ça. Et il a C'est été ça. reconnu responsable. Ouais, c'est ça. Voilà, reconnu responsable d'agression sexuelle. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, mais en fait, c'est ça, entre guillemets, c'est ça le problème, c'est que t'as des gens qui s'expriment dans les deux sens. J'ai vu sur Twitter des gens qui vont à 100% à la défense de Connor et des gens qui vont à 100% contre Connor. Et je pense que la plupart de ces personnes parlent émotionnellement. Ils sont pas vraiment arrêtés à regarder tout le script est disponible. C'est illisible, c'est super long, c'est super chiant. J'ai commencé à regarder les 2 premiers jours, j'ai arrêté. C'est même difficile en fait parce que si tu crois ce que dit Nikita Hand, c'est quand même très très chaud. Euh, la réalité, c'est qu'il y a seulement Connor et Nikita qui savent ce qui s'est passé. Il n'y Ouais, a que eux deux. Et donc la réalité aujourd'hui, c'est que tu as un jury qui a évalué que la version de Nikita Hand, il y avait une plus haute probabilité que ce que disait Nikita Hand se rapproche de la vérité que ce que disait Conor McGregor. c'est ça. Mais juste pour compléter ce que tu dis, il y a eu des rebondissements avec certains éléments qui n'auraient pas été pris en considération. Et c'est pour ça qu'ils font appel. Donc c'est important de savoir, il fait appel de la Ouais, décision. Ça pourrait être une meilleure décision pour lui, comme ça pourrait être une décision qui est pire pour lui. bien sûr. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, ça peut être pire pour lui. Attends, je suis même pas sûr, parce que s'il est reconnu responsable et qu'il va pas au pénal, je sais pas du tout. Ah, mais ça me C'était un truc semblerait logique. Là, je parle vraiment j'ai aucune connaissance de la situation, mais ça me paraîtrait logique qu'il encourt un risque en faisant appel, parce que si t'as aucun risque à faire appel, tout le monde ferait systématiquement appel, et c'est pas dans l'intérêt des tribunaux que à chaque décision qu'ils prennent, il y a un appel, parce que celui qui appelle ne risque rien, sauf améliorer sa situation ou rendre sa situation moins pire. c'est Donc ça. ça me paraîtrait logique que, ok, tu veux faire appel, mais dans ce cas-là, on rentre dans un autre process et En voici fait, le non, risque que ça tu peut être encours. que le coût de ta défense augmente, tu vois. Le fait que c'est rédhibitoire de dire, OK, bah voilà, Ouais, je vais de nouveau devoir payer des avocats alors que je sais que je suis coupable, je peux encore essayer, mais de nouveau, ça va être pareil et je vais repayer. ouais, c'est vrai. Mais dans le cas de McGregor, c'est pas grand-chose, quoi. Mais non, oui, c'est ça, c'est ça. C'est que c'est pas le plus important. Mais bon, voilà, il fait appel. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ses sponsors ont décidé de le lâcher, dont notamment le plus important qui est Proper 12, Ouais, il est vraiment l'image unique d'ailleurs de son whisky. C'est un whisky, hein? Oui, oui, c'est un whisky. ouais, ouais. Ouais, juste pour être sûr. Oui, oui, il est irlandais, donc d'office, oui, c'est un whisky. Et donc, du coup, là maintenant, ce qui était intéressant, et nous, l'angle qu'on voulait voir, c'était quels impacts est-ce que ça a pour lui, pour la carrière et pour l'MMA dans son ensemble. Mhm. Et pas vraiment aller dans des détails, on va dire, un peu plus people, de savoir ce qu'il a fait, etc. Non, 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 voilà, là, je pense qu'on a vraiment couvert le truc, on connaît le sujet, on connaît la décision, on sait que c'est pas noir ou blanc, c'est pas parce qu'il y a eu cette décision que c'est absolument la vérité absolue, parce que c'est un cas civil. Chacun a le droit en fait de se faire sa propre opinion en termes de probabilité. C'est ça la réalité de ce genre Mais de cas. Maintenant, là où on en est, c'est que depuis la conclusion la conclusion qui va dans le sens de Nikita Hand, il y a beaucoup de sponsors qui lâchent Conor McGregor, donc il y a un gros impact sur ses business. Moi, il y a 2 questions évidemment ici que je vais me poser, c'est par rapport à l'UFC et la suite de sa carrière, même si certains de notre audience n'y croyaient déjà plus à son retour. Ici, c'est est-ce que ça a un quelconque impact sur sa carrière et est-ce que l'UFC va suivre certains des sponsors de Conor en disant, ben, vous savez quoi, nous, on arrête notre collaboration avec lui aussi, on rompt le contrat. Parce qu'à mon avis, c'est aussi dans les clauses contractuelles de l'UFC, tu dois avoir quelque chose par rapport à ton comportement à l'extérieur, code of conduct. Et il utilise sur les petits combattants, quand il s'agit de Jones ou de Conor McGregor, ils vont pas spécialement trop être regardants à ce genre de choses, j'ai l'impression. ok, moi j'ai une autre opinion que toi. Attends, enfin, j'ai une autre opinion que ce que j'ai lu jusqu'à présent on va dire, sur Internet ou en commentaire ou un petit peu enfin, ce que disent les analystes. Moi, je crois que. Attends, je vais d'abord faire un petit pas en arrière, juste pour pouvoir dire un truc. Nous, sur la partie judiciaire, je crois que c'est pas intéressant pour nous de donner une opinion. Euh, Juste pour dire qu'en fait, c'est des opinions, on n'a pas tous les faits, on n'était pas là, on n'a même pas on n'a même pas su lire tout le rapport, etc. Donc, encore Trop même si long. on l'avait lu, même si on l'avait lu, enfin,
on connaît même pas la loi en vigueur sur place. Enfin, tu vois, c'est tellement complexe. Enfin, là, voilà, c'est pas du tout notre. Oui, non, mais là, il faudrait faire appel j'ai déjà fait, hein, donc pour le Un recours spécialiste, collectif contre mais même pas l'UFC, français. Quoi ça? Mais même pas français. Tu devrais prendre un spécialiste du droit américain et encore plus de Non, l'État dans irlandais. lequel ça s'est passé. Ah, ça s'est passé en Irlande? Non, ça n'a C'est pas passé à Dublin. Ça s'est passé à Dublin. Ah, Dublin. Ok, ok, Ouais, oui, oui. ok. Donc Ok. c'est irlandais. Mais j'ai regardé une petite partie de podcast de Luke Thomas qui a invité oui, quelqu'un qui s'y connaît d'irlandais, et il disait que ces cas-là fonctionnaient comme les États-Unis, donc c'est vraiment une balance de probabilité. C'est comme ça qu'il le disait, donc pour faire la différence entre civil et pénal. Et donc là-dessus aussi, j'en parlais à une amie avocate qui est venue dormir chez nous ce week-end et qui m'avait expliqué la même chose. Et à ce niveau-là, il y a pas de grosse différence d'un pays à l'autre. Mais pour revenir sur ce que tu dis, autant le recours collectif contre l'UFC, on a fait venir un expert en la matière parce que ça touche directement au MMA. Ici, parce que la plainte est liée au contrat UFC. Ici, voilà, c'est un cas complètement en dehors de la cage, donc on va pas traiter le sujet même de ce qui s'est passé au tribunal. Tout ce qui compte, c'est la conclusion et l'impact que ça peut avoir maintenant sur l'UFC. Et donc, c'est peut-être ça la question que j'ai envie de te poser à toi, c'est à la place de l'UFC, quelle est la chose à faire? Ok, si j'étais l'UFC ou si moi j'étais à la place de l'UFC, parce que c'est deux des réponses différentes. En sachant comme l'UFC pense, je pense que je sais ce qu'ils vont faire, tandis que si moi j'étais à la place de l'UFC, c'est pas ce que je ferais. C'est-à-dire que, Réponds aux deux. Réponds aux deux, ça ok, m'intéresse les deux. ok. Je crois que voilà, on va dire que Fight Minds devient l'UFC, parce que je crois qu'on a défini enfin, pas je crois, on a défini les valeurs au départ de Fight Minds, et on s'est dit, Mhm. voilà, est-ce qu'on s'accorde sur ces valeurs? Et clairement, la bienveillance, ça rentrerait clairement pas dedans. Donc, du coup, je pense que, on serait dit, voilà, on ne fait pas, bien sûr, c'est hypothétique, et là, c'est sans tous les enjeux économiques, etc. Mais je pense que l'UFC n'a plus tellement besoin de McGregor maintenant. Et donc, du coup, je pense que ce serait possible de se dire, voilà, on montre qu'on a envie de donner de la dignité à ce sport. Et je pense que je dirais, voilà, on décide de couper la relation qu'on a avec McGregor. Parce que ça ferait un énorme statement, tant pour l'UFC, ça augmenterait l'image de l'UFC en train de dire, voilà, maintenant, on voit que c'est quelque chose de sérieux, comme on l'a déjà vu à la NFL, etc., ou dans d'autres sports. Bien sûr, il faut prendre en compte à quel moment est-ce que ça se passe de la carrière de McGregor, s'il rapporte de l'argent, quelle image est-ce que ça. Mais là, tu le sais, il y aura plus beaucoup de combats par rapport à McGregor et au final, l'UFC, c'est pas qu'ils vont plus vivre si jamais ils ont plus McGregor. Maintenant, en sachant que l'UFC peut marketer des moments qui sont vraiment très compliqués de la vie de certains, comme ils l'ont déjà fait avec John Jones, comme ils l'ont déjà fait avec McGregor lorsqu'il balance ça. D'un côté, ils se fâchent en disant c'est inconcevable, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent atteindre à l'intégrité physique d'un combattant hors de la cage, bla 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 bla. Et puis juste après, dans les promotions, allez, on balance toutes Ouais. les images et on chauffe. Donc, je pense que pour l'UFC, telle qu'elle est, je pense qu'il y a un coup à jouer. Je pense qu'il y a un énorme coup à jouer en disant, voilà, la rédemption, Conor McGregor, soit il est lavé de tout soupçon, soit il est vraiment dedans, mais alors c'est le bad boy à fond. Mhm. Et je pense qu'il y a un vrai coup à jouer. Ça, c'est d'un point de vue de l'UFC. Maintenant, d'un point de vue McGregor, c'est ça l'opinion que j'ai qui est différente, c'est que les gens qui pensent que voilà, déjà il n'y avait pas de chance, alors là il y en a encore moins. Je suis d'accord avec le début de la phrase. Je voyais de moins en moins probable le fait que McGregor revienne, et je me demande s'il voulait pas justement rester pertinent dans son secteur d'activité en faisant de temps en temps des tweets pour qu'on se rappelle de lui, etc. Et essayer de toujours build son identité de combattant et essayer de la maintenir. Mais là, en fait, maintenant qu'il a perdu ses sponsors, qu'il y a une grosse rentrée d'argent et qu'en fait, il a plus cette rentrée d'argent. Il peut difficilement avoir d'autres sponsoring, etc., parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de le lâcher. Je me dis que même s'il veut lancer sa propre marque, c'est vraiment pas un moment très propice pour pouvoir le faire. Donc, je me dis, revenir avec une histoire on le sait, une fois que tu reviens et tu gagnes, on te pardonne énormément dans le sport. Pour moi, Mhm. ça, c'est sa porte de sortie, c'est de dire, voilà, les gars, je vais revenir et je vais tout déchirer. C'est Vraiment, c'est ce ouais, que je pense.
Ah, désolé, c'est très maladroit le lien que je vais faire. Donc essayez de comprendre que là, j'y pense juste comme ça. C'est quand tu vis une situation très compliquée, avoir un single focus peut t'aider à sortir de cette situation très compliquée. Évidemment, quand je dis ça, le premier qui me vient en tête dans le monde du MMA, c'est Francis Ngannou qui a malheureusement perdu son fils. Il a eu son single focus vers Renan Ferreira. Il a eu cet objectif, il est revenu et, euh, et voilà. Je pense que pour lui, c'était une façon de commencer son deuil, de vraiment passer enfin, au travers de son deuil. Pour McGregor, dans cette situation-ci, je te rejoins sur le point d'un point de vue business, c'est très mauvais. Ça s'est avéré parce qu'il y a déjà beaucoup de sponsors, de marques, donc de sources de revenus qui le quittent. Je vois très peu de sponsors aller le déboucher maintenant. C'est pas ça le bon terme, mais aller le chercher maintenant pour faire des collabs. Ouais. Donc effectivement, le fait de pouvoir revenir dans la cage et Non, mais tu t'imagines tout effacer. l'impact. Attends, déjà, il construit son image. Il avait déjà des problèmes par rapport à la drogue qui maintenant est avérée. Donc là, il n'y a plus de doute, on peut plus dire qu'il y a des suppositions. C'est un fait avéré. Conor McGregor a pris de la cocaïne. Voilà. Ouais. Donc du coup, t'en prends pour cette partie-là. T'en prends avec tes rentrées, ton image, t'es plus ambassadeur, etc. Plus ta famille. Infidélité aussi. Ta famille, la fidélité, tout ça. Donc, pour moi, la seule chose qu'il peut faire pour fermer des bouches, c'est de dire je reviens et je fais le plus gros comeback de l'histoire. Enfin, le plus gros comeback de l'histoire, on se comprend. Ça et un appel qui passe. Mais oui, l'appel qui passe, bien sûr que ça va aider, c'est sûr. Parce que c'est bon, là je rentre un peu dans le drama, mais effectivement, je suis tombé sur les stories. Enfin, il y a quelqu'un sur Twitter qui a partagé les stories c'est pas sa femme parce qu'ils sont pas mariés, mais voilà de la mère de ses enfants, d'Yveline, qui prend complètement la défense de Conor et elle laisse sous-entendre qu'il y a des éléments vidéo qui n'ont pas été présentés lors de ce procès. Et qui là sont accablants et voilà, ça fera pencher la décision de l'autre côté. Et donc, s'il fait appel et qu'effectivement il y a quelque chose de flagrant où on dit ah ben non, ben c'est la version de Conor qui était vraie, bah là clairement ça va un peu rétablir son image. Non, c'est sûr, mais je pense que, admettons qu'on parte du pire des cas, voilà, il fait appel, ça marche pas. Mais le nombre, il y a. Oui, mais attends, désolé, je te coupe. Mais s'il fait appel et qu'il a gain de cause, avec tous les sponsors qu'il a perdus en termes de dommages et intérêts, mais c'est jamais Nikita qui... Jamais elle sera payée. Comment tu veux qu'elle compense? Ah oui, mais donc elle est ruinée, quoi. C'est la fin de sa vie. Non, mais c'est même pas ça. C'est que comment tu veux qu'elle paye autant de millions? Jamais. Ouais, mais donc je crois même qu'en fait, il peut aller à l'encontre d'eux. Ça, c'est possible pour dire, voilà, maintenant, vous avez cassé un contrat qui, en fait, je viens de prouver j'ai fait appel et c'est le cas, tu vois. Je sais pas. Bon, là, encore une fois, c'est de la loi irlandaise. Moi, je sais pas du tout, tu vois. Mais je pense que c'est possible qu'il fasse valoir ses droits en disant, bon, bah, maintenant, j'ai prouvé mon innocence. Je suis pas reconnu responsable. Donc, maintenant, vous pouvez pas casser le contrat ou n'importe quoi. Ouais. Donc, enfin, bref, désolé, c'est juste que ça m'est venu comme ça, soudainement. Non, parce que, donc, du coup, moi, je pense que, pour moi, surtout avec une personne qui a autant d'ego, je pense que ça peut être vraiment un facteur motivant énorme pour quelqu'un comme ça de se dire je veux revenir. Donc, en tant que fan pur de MMA, oublions la personnalité comme on l'a fait 1 milliard de fois, c'est positif. Maintenant, tout le monde en parle en ce moment. Voilà, McGregor a fait ci, et puis apparemment c'est même encore plus fort que les élections en Irlande. Enfin, tout le monde en parlait. Du coup, moi je me dis. Ok, reprenons certaines personnalités très connues d'un sport qui ont été accusées ou prouvées ou qui ont prouvé qu'ils avaient commis ces torts. Bah, on voit Mike Tyson et regarde Mike Tyson, l'image qu'il a maintenant. Les gens ont complètement oublié. Il a été en prison pour viol, Mike Tyson. C'est en prison, même pas du tout juste coupable. C'était en prison. Donc du coup, et là maintenant tout le monde, il y a eu 108 millions de personnes qui s'en balèquent, tu vois. Donc du coup, c'est ça que je veux dire, c'est que les gens tant que tu es dans une certaine dynamique, je crois que tu peux jouer sur la communication et tout ce que tu veux. Et en fait, ce n'est pas accepté si tu es une personne lambda, mais si tu es une personne qui réussit dans la vie et qui a une certaine personnalité, on oublie beaucoup plus facilement. En tout cas, on oublie, mais voilà, on passe. Ouais, on passe l'éponge. On passe l'éponge, ouais. C'est chaud quand même
ton analyse est pas mauvaise, mais c'est chaud parce que peu Et importe encore, qui t'es, attends, 2 secondes. tout le monde a les mêmes droits. Là, on parle de Mike Tyson, mais l'UFC, petit rappel, et là, il y en a plusieurs. John Jones, ce qu'il a fait, il a fait un délit de fuite après avoir, je crois, renversé une femme enceinte qui a perdu son gosse. Il est revenu pour chercher de la coke dans sa boîte à gants. Il est reparti et on l'a pardonné. Et elle a perdu son gosse? Ouais, je crois qu'elle avait perdu son gosse, non? C'est elle qui avait perdu son gosse ou c'est Lalanne? Parce que là, non, c'était qui encore là? Celui qui avait pris de la cocaïne récemment et mettez-le en commentaire. J'ai oublié qui c'était, le français là qui s'est fait, qui a pris 2 ans de prison. Je sais plus qui c'est. Bon ben, en gros, il y a un chanteur français, culture française, qui pareil, a renversé quelqu'un et la femme a perdu son gosse et il était aussi sous l'emprise de la cocaïne. Voilà. Donc du coup, seulement 2 ans de prison. Il avait 2 ans de prison, dont 3 ans de sursis, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'était 5 ans au total, donc 2 fermes. Si je me trompe pas. Faut vérifier, mais voilà. Et puis, attends, c'est drôle, toi, qui t'indigne, mais en étant malade, c'est ridicule. Pardon. Oui. T'as pas d'énergie. Donc du coup, ouais, et je peux t'en citer plein des exemples comme ça, de personnes qui ont fait quelque chose qui est gravissime et qui au final on les pardonne parce que toute la polémique de. Est-ce que pardonner est le bon mot ou c'est combien Polanski, etc. Enfin voilà, il a eu des prix après alors que voilà, on sait ce qu'il avait fait, quoi, tu vois. Ouais, est-ce que pardonner c'est le bon mot ou c'est plus oublier? Et de temps en temps, ça peut même être un oubli sincère sincère, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment oublié, quoi, littéralement oublié. S'il recombat au mois de décembre, je crois pas que t'as oublié, enfin, tu vois. Non, mais oui, c'est clair. Mike Tyson, je comprends, tu dis bon, bah c'était dans les années 90, ok. Bah, j'avoue que j'ai pas suivi la carrière de Mike Tyson, donc j'étais même pas au courant de ça. Ah bah voilà, bah maintenant tu l'es. En gros, il avait fait de la prison et quand il est ressorti, ils ont vraiment fait une promo genre Bad Boy, quoi. Ouais, mais en gros, ils ont. Mais qui avait payé la société. Enfin, tu vois. Voilà, c'est ça. Ils considèrent que, je sais qu'aux États-Unis c'est fort comme ça, mais en France aussi et partout dans le monde c'est comme ça. T'as été jugé, t'as été condamné, t'as fait ta peine, tu sors, bah, t'as fait ta peine. Tu vois, seconde chance ou si t'as changé, on oublie. Enfin, tu vois, c'est un peu le principe. Ouais, c'est ça. Bah du coup. Ouais, donc là, en gros, pour McGregor, t'as payé tes 250K. T'as payé ta peine. 250K pour lui. C'est une journée d'intérêt, c'est rien du tout. Ouais. 250K. Mais encore une fois, ici, tu vois, quand tu juges et que tu donnes une amende, tu donnes pas une amende par rapport au wealth, comme on dit ça en français, au patrimoine de l'accusé. C'est une amende par rapport au fait. Il y a des pays où ça se fait. Je sais que par exemple, si je me rappelle bien, en Suisse, lorsque tu as une amende, bah, il y a probablement des Suisses ici, une amende, donc tu te fais flasher, c'est en fonction de ton revenu que tu payes. Ah, waouh. Ouais, et je crois qu'en Suède, il y a un truc comme ça, il y a eu un gars, il s'est fait flasher, je crois qu'il a dû payer 100 000 euros. Voilà. Ouais, après, il y a une certaine logique. Ah, tu vois, il y a un argument derrière, quoi. Ouais, il y a un argument. Pour lui, c'est une unité, tu vois. Je vois que t'es vraiment plus en forme, t'en peux plus. J'ai une petite question. Tu comptes sortir quand le merch de Fight Minds là que tu portes? Mec, quand t'as ouvert la caméra, oui, ça pique les yeux là. En termes de vêtements, là, j'en achète plus parce que ça sert à rien les vêtements. J'ai vraiment Ça sert à rien les vêtements. Bah, écoute, regarde, c'est un argument. Bon, on va finir sur un truc pas du tout MMA. On va sortir un peu du sujet McGregor. J'ai un nouvel argument avec ma femme. On n'est pas du tout d'accord là-dessus. Moi, je viens de m'acheter 10 t-shirts blancs et je viens de m'acheter 4 fois le même pantalon. Et j'ai envie de m'habiller tous les jours de la même manière. Comme ça, je réfléchis pas le matin. C'est Steve Jobs qui fait ça. Je sais plus lequel des Steve Jobs qui font ça. Mais ouais, c'est ça. Je comprends l'argument, mais bon, est-ce que c'est celui-là le pull que t'as choisi pour t'habiller tous les jours? Non, mais du coup, j'ai acheté des t-shirts et des pantalons. Mais là, maintenant, il fait froid, donc il faut que je mette des pulls, tu vois. Et j'ai plus beaucoup de pulls. Donc là, les pulls, j'attends d'avoir quelques économies, puis je vais trouver un shirt de pull, je vais l'acheter en x4 et puis je vais faire ma vie avec, tu vois.
Non, mais Donc je voilà, comprends ouais. l'argument. Je te promets, je comprends l'argument. Je rigole. Ben, là, je te fais juste une blague parce que Non, mais voilà, donc c'est voir pour comme moi, ça, tu vois. en Mais, fait, je réfléchissais à ça, je fais à quoi ça sert de s'habiller différemment tous les jours? bah, il y a plein de raisons, franchement. Ouais, mais Ouais, non, le confort et l'identité, ça te représente, il y a plein de choses, tu ouais, vois. mais tu Moi, peux je avoir, pense pareil que t'as, toi. Moi, t'as une carte d'identité. pendant un an, j'avais tout le temps les t-shirts de ma marque et c'était tout le temps le même, quoi. Ici, avec Ah, ma bah marque, voilà. c'était tout, tu vois. Donc, Ouais, non, voilà. je comprends l'argument. Moi, le gros avantage, c'est que tu dois pas réfléchir le matin et tu mets la même chose. Ouais, ça, c'est vraiment le gros argument. L'argument, c'est, tu dois pas te casser la tête. T'as ton identité, tu mets ce truc-là et t'es tranquille et voilà. Je suis d'accord. Ouais. Mais parce que le nombre de temps que tu peux perdre simplement à se dire, ah, mais qu'est-ce qui va avec quoi? Je me sens comment? Enfin, tu vois, genre. Ouais, en plus, moi, j'ai aucun style, donc ça sert à rien, en plus. Pour moi, c'est une perte de temps. Moi, c'était plus genre, ah, j'aime bien ce vêtement, il est confortable, où est-ce qu'il est dans mon armoire, et ça me faisait chier de le chercher. Alors que là, voilà, j'ai trouvé un chouette t-shirt que je trouve confortable, je l'ai acheté x9 ou 10. J'ai trouvé un pantalon que j'aime bien, que je trouve confortable et qui me taille bien, parce que j'ai une morphologie très bizarre pour les pantalons, c'est une galère de trouver, je l'ai trouvé, je l'ai acheté en x4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un pull. Si quelqu'un veut me faire une donation pour que je m'achète 4 fois le même pull, je suis preneur. Franchement, moi, je propose que tu portes toujours celui-là. On essaye de Mais te écoute, trouver en x4. alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent la ref, tu vois, mais donc c'est Always Be You avec une licorne et ça vient du film avec Kevin Hart et The Rock. Ah Où ouais? t'as The Moi, Rock je vois qui pas est la tout tête. balèze, tu vois, et c'est Central Intelligence Agency, tu vois, CIA, Mhm. le film. Et genre, t'as The Rock qui rejoint Kevin Hart dans un bar, mais tu vois, il est tout buff et il a ça, mais en t-shirt, tu vois, et il le remplit de ouf et tout. Et je sais pas, j'ai trouvé ça trop drôle, tu vois, dans le film. J'ai dit, t'as le mec tout buff et tout, et puis il a une licorne, tu vois. Et je l'ai cherché sur Internet, et donc j'ai Je veux trouvé le dire, c'est trop t-shirt, donc beau, j'ai le quoi. t-shirt comme ça en bleu, et puis il faisait la version pull en rose. Mec, dis-toi, ce pull, j'ai depuis longtemps. J'étais quand même, il y a un moment de ma vie où j'étais bien haut placé dans une multinationale. Et tous les vendredis, j'allais travailler avec. Hein. Et c'était pas Casual Friday chez eux. Hein. Quand je te dis que les vêtements, pour moi, j'en ai rien à foutre, j'ai déjà eu dans plein de mes boulots des réflexions genre, ouais, il faudrait quand même que tu mettes une chemise de temps en temps et tout. Et j'étais là, je n'ai jamais en chemise. Si tu me juges, si tu juges la qualité de mon travail par mes vêtements, j'ai pas envie de travailler pour toi. Ok. Ok, Voilà. ok. Ça va, parfait. Bah, du coup, On merci est beaucoup. parti. Belle digression là sur la fin du podcast. Très cool, Ça très fait cool. toujours Bah, elle était plaisir. nécessaire. Je suis sûr qu'il y a plein de gens. Je sais pas s'ils peuvent mettre quelques petits commentaires par rapport à ça, mais je suis sûr il y en a. Ils ont vu la vidéo commencer, ils se sont dit ah ouais, là on en est là. Ouais, ouais. Vous m'avez jugé pour mon vêtement. Changez de chaîne. Non, franchement, moi j'aime bien. Je propose que tu le mets tout le temps. Ok, bah écoute, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Quoique, je suis un peu malade là, donc j'ai pas beaucoup entendu du podcast. Non, mais ok. On se Bon, capte. les amis, Prends soin de toi, mec. John, T'as vraiment un petit peu, voilà, c'est ce que j'allais dire, un peu malade. soigne-toi bien aussi. Prends soin de Ciao, toi. ciao. Ciao, ciao.